on va vous faire un état des lieux de l'évolution de la mortalité dans les pays riches, donc aux États-Unis, en Europe, et puis ensuite, la deuxième partie sur ce qui se passe dans ces dernières années en Afrique, avec beaucoup moins de données disponibles malheureusement. Dans les pays riches, l'évolution de la mortalité a été extrêmement favorable depuis les 40 dernières années, avec une augmentation vraiment massive de l'espérance de vie par rapport aux années 70. Je vous ai donné les chiffres aux États-Unis, mais ils sont à peu près similaires en Europe. Il y avait une espérance de vie qui était estimée à moins de 20 ans dans les années 70, et puis elle était montée déjà autour de 45 ans dans les années 90, et elle stagne à peu près depuis 2005 à plus de 50 ans. On a des estimations qui ont été réactualisées en 2019 récemment aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que cette espérance de vie a augmenté? C'est d'abord parce que la mortalité infantile a diminué de façon drastique de plus de 80% déjà entre avant et après 1975. Et puis, depuis les années 2000, 99% des enfants atteignent l'âge adulte en France et à peu près 95% aux États-Unis. Pourquoi est-ce que cette mortalité a diminué? Eh bien, ce sont des choses assez simples. D'abord, le dépistage plus précoce de la maladie a été fondamental. Maintenant, il y a un dépistage systématique, au moins dans les populations issues de parents africains. Depuis 40 ans, la mortalité de la drépanocytose aux États-Unis a beaucoup diminué. Et voilà, c'est illustré sur ce schéma. Vous avez avec le schéma, avec la ligne gris foncé, le nombre de décès liés à la drépanocytose sur 100 000 habitants, en fait, patients sur 100 000 personnes afro-américaines. Vous voyez que ce taux de décès est à peu près stable dans le temps, mais en fait, il est stable parce que le nombre de patients drépanocytaires vivants aux États-Unis a augmenté. Et si vous regardez sur la ligne gris clair, l'âge de décès, lui, il a bien augmenté. Il est autour de 45 ans à l'heure actuelle, alors qu'il était plutôt en dessous de 30 ans dans les années 80. C'est la même chose en France. Ici, ce sont des données issues des certificats de décès qui sont systématiquement donc enregistrés. Pour tout décès en France, on a la cause et l'âge de décès. Vous voyez que dans les années 80, l'âge médian de décès lié à la drépanocytose était de 18 ans. Donc, la moitié des décès survenaient avant d'atteindre l'âge adulte, alors que maintenant, l'âge de décès moyen est à 36 ans, donc il a considérablement augmenté. Je vous rappelle que l'âge de décès n'est pas égal à l'espérance de vie, donc, qui est plus élevé, qui nécessite un calcul plus sophistiqué et qui est autour maintenant de 50 ans. Ici, on voit sur ce schéma qui a été réalisé à partir des certificats de décès aux États-Unis depuis les années 70, que l'évolution de l'âge de décès a vraiment changé. Vous avez des barres qui sont liées aux classes d'âge, en foncé les enfants de moins de 5 ans et en gris clair les adultes de plus de 60 ans. Vous voyez que dans les années 70, il y avait beaucoup de décès qui survenaient chez les enfants de moins de 5 ans, alors qu'à partir des années 2000, eh bien, on n'a quasiment plus de décès chez les enfants et les décès surviennent chez les adultes comme attendu. Les causes de décès également sont différentes entre les enfants et les adultes. Ici, vous avez toujours avec la même représentation des âges. En foncé, ce sont les enfants, en clair, ce sont les adultes. Et vous avez les différentes causes de mortalité dans la drépanocytose. Et vous voyez, elles sont rapportées au nombre de décès liés aux mêmes causes chez les patients chez les personnes qui ne sont pas drépanocytaires. Vous voyez que chez les enfants, ici en noir foncé, c'est surtout les infections qui sont responsables des décès, alors que chez les adultes, ce sont d'autres causes chroniques qui augmentent avec l'âge, comme les maladies pulmonaires chroniques ou les maladies rénales. Et c'est ce que Powers avait déjà observé dans les années 2000. Il avait regardé les causes de décès chez les enfants à gauche et chez les adultes. Et vous voyez que chez les enfants, c'était principalement les infections, alors que chez les adultes, c'était les atteintes d'organes chroniques comme le foie, le poumon et le rein. Alors, qu'en est-il en Afrique? Eh bien, pendant longtemps, on a dit, dans tous les livres et dans tous les articles, on disait la majorité des enfants atteints de drépanocytose qui vivent en Afrique meurent avant l'âge de 5 ans. Alors, c'était des observations probablement très réelles qui dataient depuis les années 50 et qui n'avaient pas tellement été modifiées depuis. Et on n'avait pas de chiffres exacts pour calculer cette mortalité. Et d'ailleurs, à ce jour, il n'y a toujours aucune cohorte d'enfants drépanocytaires diagnostiqués à la naissance qui ont été suivis pendant des dizaines d'années pour qu'on puisse connaître la mortalité exacte. Et du coup, on a de grandes limites pour calculer cette mortalité en Afrique, du fait de l'absence de dépistage néonatal, du fait donc d'un sous-diagnostic même après la naissance et d'un suivi qui est difficile sur la vie entière, et puis aussi de l'absence de registre de décès, ce qui fait qu'on ne peut pas calculer l'espérance de vie de façon directe.
Il y a quand même eu des études qui ont essayé d'estimer cette mortalité avec des techniques indirectes. Et je vous conseille cet article de Gross qui a été publié en 2011, qui reprend de façon très astucieuse les études de dépistage de la drépanocytose, donc d'analyse génétique dans une population donnée, dans une localité. Toutes les personnes qui étaient présentes étaient dépistées et on regardait combien de personnes étaient AS, SS ou AA. Et partant de l'équilibre de Hardy-Weinberg, qui permet de calculer la proportion de génotype SS quand on connaît la proportion de génotype AS, eh bien, on peut comparer la proportion d'enfants SS qui est observée et la proportion d'enfants SS qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu de mortalité. Je vous ai donné ici un petit tableau à droite qui vous résume les différences de proportions. Quand on a, par exemple, 20% de personnes AS dans une population, on s'attend à ce qu'il y ait 1,27% de personnes SS. Donc, c'est le cas à la naissance, et si ce n'est plus le cas après, c'est qu'il y a eu une mortalité. Voilà ici le résumé de 3 de ces études qui montrent en fonction de l'âge le taux de personnes SS qui ont été retrouvées. Et vous voyez en marron au Nigeria, dans une population rurale, dans les années 70, eh bien, il y avait à peu près 2% de personnes, d'enfants, de bébés SS avant l'âge de 1 an. Et dès l'âge de 2 ans, cette proportion chutait énormément, ce qui fait qu'on calculait qu'il y avait une mortalité de plus de 90%. Alors que dans une zone moins rurale, donc une ville minière en Zambie, toujours dans les années 70, vous voyez que de 2% de bébés SS, et puis cette proportion diminuait, mais de manière moins importante, avec une mortalité à 5 ans qui était estimée à 60%. Donc une mortalité au global estimée entre 60 et 90% à l'âge de 5 ans chez les enfants SS. Le problème de ces études, c'est que même s'il y avait plusieurs centaines de patients, comme la prévalence de la maladie est quand même très faible, de l'ordre de 1% dans ces pays, eh bien, il y avait très très peu de patients, moins d'une dizaine, et donc il suffisait d'un petit écart de 1 ou 2 personnes pour se tromper, et donc les estimations étaient très imprécises. Alors, quelles sont les études de cohorte qui étaient disponibles? Eh bien, comme je vous ai dit, il n'y a pas de cohorte depuis la naissance, mais il y a quelques cohortes rétrospectives d'enfants drépanocytaires suivis à l'hôpital en consultation une fois qu'ils ont été diagnostiqués. La première qui a été publiée, c'était en Tanzanie, celle de Julie Makani, qui avait retrouvé une mortalité de 7 pour 100 personnes années, c'est-à-dire à peu près 36% de mortalité avant l'âge de 5 ans. Et une deuxième beaucoup plus récente, qui était menée par le professeur Ibrahima Diagne à Dakar au Sénégal, qui retrouvait une mortalité de 3,5% personnes années chez les enfants qui avaient un âge médian de 6 ans. Et en recalculant, je suis tombée sur à peu près 17% de mortalité à 5 ans. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus faible comme chiffre que ceux qu'on a donnés précédemment, mais il faut quand même bien prendre en compte le fait que dans ces études, on ne peut pas prendre en compte les enfants qui sont décédés avant leur diagnostic. Or, le diagnostic, il est en médiane dans ces centres-là, environ de l'âge de 6-7 ans. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les enfants qui n'ont pas été diagnostiqués avant. La cohorte qui a pris en compte les enfants le plus précocement possible, c'était une petite cohorte qui était au Kenya, à Kilifi, qui a suivi quasiment dès la naissance 128 enfants drépanocytaires diagnostiqués. Et là, la mortalité était autour de 29% à l'âge de 5 ans. Mais il y avait une très grande différence entre les enfants qui étaient suivis dans un centre où la mortalité était beaucoup plus faible, de l'ordre de 15%, et ceux qui étaient repartis chez eux en zone rurale et qui avaient une mortalité beaucoup plus élevée, de l'ordre de 50%. Enfin, il y a une étude toute récente qui a été publiée dans Lancet Hématologie en 2021, qui est la reprise d'une grande étude démographique qui n'était pas du tout faite pour la drépanocytose, mais qui était faite au Nigeria. Et il y avait dans cette étude plus de 10 000 enfants qui avaient été testés pour la drépanocytose autour de leur naissance. Alors, en fait, autour de leur naissance, c'est entre 6 mois et 5 ans. Donc, ce n'est pas vraiment tout près de la naissance. Et du coup, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas été diagnostiqués. Et ils ont calculé, modélisé le génotype des frères et sœurs des enfants qui avaient été testés en appliquant l'équilibre de Hardy-Weinberg. Et donc, ils avaient calculé la prévalence des patients SS ou SC à la naissance. Ici, vous avez la carte avec la représentation de cette prévalence en fonction des régions. Et ils avaient estimé une mortalité chez les enfants SS de l'ordre de 49% avant l'âge de 5 ans. Mais vous voyez qu'il y avait beaucoup d'hypothèses qui étaient faites et la modélisation fait que l'intervalle de confiance est assez large. Donc, c'est entre 24 et 70% de mortalité, ce qui est évidemment pas du tout pareil.
Et avant que cette étude soit publiée, on avait, avec notre réseau de recherche en Afrique, nous mis en place une autre étude qui s'appelle l'étude MIDAS, dont je vais laisser le docteur Robert Kitenge vous parler maintenant. Merci Brigitte. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude MIDAS qui avait pour objectif d'estimer la mortalité juvénile associée à la drépanocytose en Afrique subsaharienne Excusez-moi. avec une approche indirecte. Excusez Nous avons estimé le taux de mortalité chez les patients drépanocytaires à partir du taux de mortalité des familles drépanocytaires, avec comme hypothèse dans les familles drépanocytaires SS, les parents sains, on a 25% des enfants nés vivants qui étaient drépanocytaires. Donc, nous avons mené une étude observationnelle multicentrique qui s'est déroulée dans 7 grandes villes d'Afrique subsaharienne pendant 1 an. Nos critères d'inclusion étaient pour les femmes saines avec une hémoglobine AS, elles devaient avoir un enfant drépanocytaire et au moins 3 enfants âgés de plus de 5 ans. Et pour les femmes saines avec une hémoglobine AA, qu'on a screené à l'aide du sickle scan rapide, devaient avoir aussi au moins 3 enfants âgés de 5 ans. Nos résultats, nous avons pu enrôler 2472 familles et 1332 familles drépanocytaires SS avec 910 enfants décédés et 1328 familles témoins avec 399 enfants décédés qui sont répartis dans les différents graphes. Et là, on a les nombres d'enfants par maman. Nos résultats, on a eu un taux de mortalité qui était très élevé dans les familles avec enfants drépanocytaires versus les familles contrôle qui n'avaient pas des enfants drépanocytaires. Vous pouvez voir avec moi, à l'âge d'1 an, on a 15% dans les familles drépanocytaires et 4,1% dans les familles non drépanocytaires. À 5 ans, on a 36% dans les familles avec enfants drépanocytaires. Dans les familles contrôle, on a 6 à 8%. Et à plus de 10 ans, on a 43% dans les familles avec enfants drépanocytaires et à 7% dans les familles. Donc, vous voyez avec moi que le taux de mortalité augmente avec l'âge dans les familles drépanocytaires. Et là, on a une courbe, on a un modèle de Cox qui vous montre clairement qu'être dans une famille drépanocytaire augmentait le risque de décès. Et habiter en République démocratique du Congo aussi augmentait le risque de décès. Et avoir une mère avec un niveau d'instruction élevé réduisait le risque de décès. Et habiter au Sénégal réduisait aussi le risque de décès. Et l'âge élevé des mères augmentait le risque de décès aussi. Dia suivante. Et là, on a la courbe de Kaplan Meier stratifiée en fonction de l'indice de pauvreté de l'OMS. Les familles les plus pauvres avaient un taux important de décès comparé aux familles qui étaient moins pauvres. On a stratifié en 4 strates. Dans les villes africaines qui bénéficient des structures spécialisées, la mortalité chez les enfants drépanocytaires est encore très élevée, donc 17 à 52% par rapport au pays du Nord qui est moins de 1% avant 5 ans. Elle est 5 fois plus élevée que la population générale locale, mais moindre que celle qui était estimée jusqu'à présent en Afrique, 90%. Donc, il existe des facteurs de risque de mortalité qui sont non spécifiques, notamment faible éducation des mères et le niveau de pauvreté. Donc, il y a eu très peu d'études sur cela. Brigitte a présenté notamment l'étude de Julie Makani, qui a été une cohorte hospitalière, et puis une étude de Dakar. On trouve comme aux États-Unis et en France que la principale cause de décès chez les enfants, ce sont les infections, alors que chez les adultes, il y a quand même de causes infectieuses qui sont présentes, mais également un certain nombre de patients qui décèdent de complications d'organes chroniques. En conclusion, eh bien, dans les pays riches, on a observé une nette amélioration de la mortalité depuis 40 ans, avec une première amélioration dans les années 80 qui était liée à la prophylaxie et au traitement rapide des infections, et une deuxième amélioration dans les années 2000 qui a été liée à l'introduction de l'hydroxyurée. La mortalité infantile est devenue quasi nulle et les causes de mortalité chez l'adulte sont liées aux complications d'organes chroniques. Il y a depuis 2005 une stagnation de l'espérance de vie autour de 50 ans, donc ce n'est pas encore parfait. En Afrique, on a vu que la mortalité infantile était encore élevée, mais elle est en très très nette décroissance dans les grandes villes
On a vu dans l'étude Midas qu'elle avait quand même été diminuée de moitié par rapport à ce qui était dit, mais elle n'est probablement en zone rurale encore très élevée. On n'a pas de chiffres là-dessus. Les principales causes de mortalité chez l'enfant, ce sont les infections et l'anémie. Et les causes de mortalité chez l'adulte sont encore peu connues. Il y a probablement, comme dans les pays riches, petit à petit, un rôle plus important des complications d'organes chroniques qui va arriver. Et malheureusement, on est pour l'instant incapable de calculer l'espérance de vie dans les pays d'Afrique du fait de l'absence de registre de décès.